Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Divergence politique spéciale Russie, 25 ans de Poutine. Et rien de mieux que d'être avec Xavier Moreau qui a aussi 25 ans de Poutine. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, on va d'abord commencer justement par une question. On va prendre historiquement l'ascension de Vladimir Poutine, du début jusqu'à maintenant et même dans le futur. Alors, tout d'abord, d'où vient-il Vladimir Poutine? Parce qu'au départ, l'air de rien, il a été mis comme une marionnette. Alors pas exactement, en fait, à l'origine, Poutine, c'est un membre de la première direction du KGB, c'est-à-dire, les services secrets, extérieurs. À l'époque de l'URSS, il y avait pas de tout était à l'intérieur du KGB, à la fois le contre-espionnage et l'espionnage et notamment ce qu'on appelle les clandestins, c'est-à-dire, ceux qui sont, des espions sous fausse identité à l'étranger. Et c'était l'élite en fait des espions, c'était ce qu'on appelle la première direction. À la chute de l'URSS, cette première direction est devenue le SVR, le service de renseignement extérieur, et le reste du KGB est devenu le FSB. Et donc Poutine était un officier de la première direction et c'était un officier brillant de ce que l'on sait, parce qu'on sait très peu de choses, contrairement à des espions ratés comme Girnov, par exemple, qui racontent n'importe quoi. En fait, on sait très peu de choses sur l'histoire Il a de toujours dit quelque chose de Vladimir vrai, Poutine en tant que Girneuf. Il disons que s'est jamais trompé. voilà. Et donc en fait, il est en poste, en Allemagne, et notamment au moment de la chute du mur de Berlin. Et là, il y a eu un épisode qu'on raconte qui est un épisode de tension, c'est-à-dire que donc au siège lui, il est, comment dirais-je? Il est directeur de, je sais plus comment on appelle ça, de la représentation du KGB à Berlin. Je crois que c'est à Berlin, je suis pas certain, à Berlin-Est. Et donc à ce moment-là, les manifestants arrivent devant ce bâtiment et Poutine sort avec son pistolet et il dit: «Voilà, j'ai 8 balles dans mon pistolet, il y en a 7 pour certains d'entre vous et une pour moi à la fin. Donc le mieux, c'est que vous partiez». Et en fait, par son calme, il obtient que finalement les manifestants aillent manifester ailleurs. Voilà. Donc hem, Et du coup, par la donc suite, justement, son ascension au pouvoir, à la chute de l'URSS, il va travailler à Saint-Pétersbourg, sa ville de naissance. c'est ça, en fait, il est pris dans l'équipe il quitte alors on quitte jamais vraiment, mais il quitte le KGB et il rentre comme responsable des relations extérieures du maire de l'époque, donc Sobchak, qui est on va dire un des premiers réformateurs russes, dont la fille d'ailleurs aujourd'hui est connue. Alors elle, c'est une opportuniste, mais plutôt gauchiste à la base, dont il est le parrain. Dont il est le parrain. Ce qui explique pourquoi aussi, malgré alors maintenant elle est rentrée dans l'ordre, mais malgré ses frasques, puisqu'elle était aux côtés d'Alexei Navalny, hein, elle a toujours réussi à s'en sortir, même quand elle a surfé dangereusement sur les bords de la loi, on va dire. Donc il rentre à la mairie de Saint-Pétersbourg. Sobchak perd les élections, je crois que c'est en 93, donc ça dure pas très longtemps. Et après, il est récupéré à Moscou par Koudrine, donc qui sera plus tard son ministre des Finances, de l'économie, je crois, qui n'est pas une flèche, hein, Koudrine, mais il a fait une chose bien, c'est qu'il a récupéré Poutine. Et donc, petit à petit, il progresse au sein des institutions et finalement, il est nommé par Boris Yeltsin à la tête du FSB. Il est colonel. Il est nommé à la tête du FSB en 98, si je ne me trompe pas, dans ces années-là. Et Yeltsin apprécie sa loyauté. Et d'ailleurs, une des qualités de Poutine, c'est qu'il est loyal. Même lorsqu'il aura tous les pouvoirs, finalement, alors que ça l'aurait rendu extrêmement populaire, il épargnera la famille Yeltsin. Alors, la famille au sens large, en fait, hein, le clan Yeltsin, c'était tout cet entourage autour de l'ancien président russe qui s'en était mis plein les poches pendant les. Et je pense qu'il y a eu un deal donc entre Yeltsin et Poutine, c'est-à-dire que je pense aussi, que Yeltsin qui a pas été un bon président, on peut pas dire ça, il a tout laissé faire aux oligarques. C'est un bon révolutionnaire, mais un mauvais président. Je pense qu'il s'est rendu compte du mal, qu'il avait fait ou qu'il avait laissé faire
pendant les 9 ans de sa présidence, et qu'à ce moment-là, les 8 ans de sa présidence, pardon, et qu'à ce moment-là, il s'est dit qu'il fallait qu'il donne une chance à la Russie, et il a fait deux choses très importantes. La première chose, il a copié la Ve République. La constitution russe est une de 93 en fait, est une constitution qui est une copie de la Ve République avec un exécutif très fort. Et donc c'est une constitution qui est faite pour avoir un exécutif qui soit brillant, fort, costaud, qui ait les épaules larges. En France, elle a été faite par et pour le général de Gaulle, et en Russie, elle a été faite pour Poutine. Enfin, elle a été faite d'abord pour Yeltsin, pour qu'il puisse contrôler le pays, étant donné les mauvais résultats qu'il avait dans les domaines notamment économiques et même également militaires, en première guerre en Tchétchénie. Mais en fait, c'est vraiment Vladimir Poutine qui va habiter cette constitution, et qui d'ailleurs à terme va le seul problème de cette Ve République à la russe, c'est le mandat était de 4 ans, ce qui est court, et Poutine va l'allonger à 6 ans, et ce qui lui a permis d'ailleurs de reprendre deux mandats, potentiellement deux mandats supplémentaires. Donc Poutine est d'abord nommé à la tête du FSB, et ensuite il est nommé Premier ministre. Et en tant que Premier ministre, en 99, il va avoir affaire à la Seconde Guerre en Tchétchénie. Donc il y a la Tchétchénie, depuis les accords de Khassaviour, en fait, c'était en 96, je crois, donc qui mettent fin temporairement à la guerre entre Moscou et Grozny. Eh bien, la Tchétchénie est devenue un repère de voleurs, de trafiquants, d'islamistes. D'ailleurs, de nombreux chefs en fait de la rébellion tchétchène ne sont pas tchétchènes du tout. Et donc finalement, même la population tchétchène en a plus qu'assez. Et les Tchétchènes commencent, la République rebelle commence des opérations militaires contre le Daghestan, donc la République autonome, enfin c'est pas autonome, mais un des sujets de la Fédération de Russie, la République du Daghestan. Et donc là, les Russes interviennent, et puis il y a des attentats à Moscou également, mais c'est surtout en fait c'est que les offensives militaires repartent, et à la différence de la première guerre de Tchétchénie, cette fois les Russes la gagnent. Il la gagne sur le terrain assez rapidement finalement, en 99, et le 99, début de l'année 2000, et définitivement en 2004. Et surtout parce que aussi Vladimir Poutine accepte la paix des braves, hein, c'est ce que le général de Gaulle avait voulu proposer aux Algériens. C'était Poutine s'est adressé notamment au fils de Ramzan Kadyrov, dont Ahmad Elhadj Kadyrov, son père, qui est assassiné dans un attentat en 2004 d'ailleurs, qui était le grand moufti de Tchétchénie, et qui était dans la rébellion au milieu des années 90. Et là, Poutine lui propose la paix des braves, et il l'accepte, et ça fonctionne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la Tchétchénie est aujourd'hui une république prospère. Grozny est une ville d'une propreté impeccable. Je pense qu'Anne Hidalgo devrait aller faire un tour pour savoir comment on fait. Et donc Poutine arrive aux élections de mars 2020 avec tout auréolé de cette victoire en Tchétchénie, et puis du fait que c'est un homme à poigne. Ça se sent, hein. Il a dit d'ailleurs qu'ils iraient tuer les terroristes jusque dans les sortir. Sortir, c'est les toilettes au fond du jardin. Ça a été traduit abusivement par les chiottes en France, mais en fait, c'est les toilettes au fond du jardin. En fait, voilà. Sortir, d'ailleurs, c'est un terme français, puisque ça veut dire qu'il faut sortir pour aller aux toilettes. Donc, pour la petite histoire. Et à partir de là, et donc, il devient président, donc le 26 mars 2000, il y a 25 ans, le jour où j'arrive en Russie pour y rester définitivement. Voilà un peu pour refaire rapidement la première partie de Ah bah l'histoire de Vladimir Poutine. ça a été très bien résumé parce qu'il y a tellement de choses à dire, oui. Et du coup, prise de pouvoir, premier mandat, mais surtout prise en main, parce que, comme tu l'as évoqué, il a été aussi mis en place par Yeltsin, et du coup, indirectement aussi par l'oligarchie de l'époque. La fameuse prise en main avec le stylo. Donnez-moi votre stylo. Qu'est-ce qu'il en était Ça à non, cette époque-là? ça c'est non, non, c'est beaucoup plus tard ça. En fait, ce Ah, qui se ça passe, s'est pas fait en un coup, oui, effectivement. ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il y a ce qu'on appelle la Semibakirchina.
C'est une allusion à une époque de l'histoire russe qu'on appelle les temps troubles, où en fait il y a 7 boyards, Sémi-Boyarchina, qui pactisent avec l'ennemi au moment de c'est en fait à la mort de Ivan le Terrible jusqu'en 1612. Eh bien, en fait, c'est l'anarchie en Russie. Il y a des prétendants divers et variés, et notamment il y a un prétendant polonais au trône à Moscou. Et donc, ceux qui trahissent, donc, ce sont des boyards, des seigneurs russes, et donc on appelait ça les 7 boyards. Et en début des années 2000, il y a ce qu'on appelle les sémi Bankirchina, c'est-à-dire les 7 banquiers qui, eux, dirigent le pays. 7 banquiers plus Berezovski, qui lui n'était pas vraiment un banquier, mais qui était un voleur de première, et qui avait mis la famille Yeltsin sous sa coupe. Et donc, ceux-là, quand ils voient que Yeltsin vieillit, qu'il est alcoolique, qu'il est sur le retour, ils disent: «Il faut qu'on trouve un candidat qui soit loyal et qui nous permette de continuer à voler tranquillement le pays et à le piller sans nous déranger». Et il y a ce chef donc du FSB qui leur paraît bien, qui est quelqu'un de discret, qui est tout à fait loyal, on vient de le dire, à Yeltsin. Et donc ils le font. Ils ont en fait, ils sont passés déjà, il faut bien le dire, ils sont passés déjà, le boulet est passé très proche en 90, en 98, parce qu'en 98, il y a une grosse crise économique, enfin une crise financière sur les bons du trésor russe, et donc qui provoque une nouvelle fois la perte des épargnes, de l'épargne des épargnants russes. Donc c'est un retour au début des années 90, c'est très mal vécu. Et là, Yeltsin fait appel à un ministre qui est très bon, qui s'appelle Yevgeny Primakov, donc je vous recommande la lecture des mémoires, ça s'appelle Au cœur du pouvoir. Et donc, lui, il veut déjà commencer la désoligarchisation. Mais mais le problème, c'est que les oligarques le voient arriver et obtiennent son renvoi, notamment parce qu'en plus, il est vent debout contre Washington, qui à l'époque a des moyens de pression bien plus impressionnants vis-à-vis de la Russie que maintenant, à l'occasion du bombardement de la Serbie par l'OTAN au moment de l'affaire du Kosovo. Donc, les oligarques obtiennent la peau d'Yevgeny Primakov, et donc, mais il faut trouver un candidat, et ils soutiennent, parce que finalement, il y a pas beaucoup d'autres sérieux, quelqu'un qu'ils pensent pouvoir contrôler, qui est Vladimir Poutine. Donc effectivement, on peut dire qu'il est choisi notamment par Khodorkovsky, qui et ce qui se passe donc, tout au début du 1er mandat de Vladimir Poutine, c'était l'été 2000, si je me souviens bien. Vladimir Poutine réunit les oligarques, et leur dit: «Voilà, heu, les règles ont changé. Vous, on va pas reprendre ce que vous avez, honnêtement volé, pendant les années 90. On va pas, en revanche, vous ne faites plus de politique, vous payez des impôts et vous investissez dans le pays». Et il faut dire que globalement, la plupart ont compris, Deripaska, Potanin. Aujourd'hui, Potanin, c'est celui qui a racheté Rosbank, la Société Générale Vostok, il y a 3 ans. Ces gens-là ne risquent rien. On ne les entend plus de faire de la politique. Et en fait, aujourd'hui, en Russie, il y a des milliardaires, mais il n'y a plus d'oligarques, au sens étymologique du terme. Archos, le pouvoir. Il y a plus d'oligarques, en Russie, parce que la plupart ont compris qu'il fallait pas rigoler avec Poutine. Il y en a 2 qui n'ont pas compris, c'est Berezovski, et donc il commence immédiatement à protester. Alors comme d'habitude, c'est parce que Poutine n'est pas un vrai démocrate, alors que lui, c'en est un vrai. Et il y a ce moment assez incroyable, c'est à l'automne 2000, un des journalistes pose la question à Vladimir Poutine, mais qu'est-ce que pour Berezovski a dit que, et cetera, et cetera, et cetera. Et Poutine se tourne vers ce journaliste et lui dit: «Berezovski est octo». Berezovski, c'est qui? Et ça, c'est la rupture avec l'oligarchie. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'était, je pense, l'ultime avertissement. Si vous n'avez pas compris que la fête était terminée, il va vous arriver des ennuis. Et donc, ceux qui n'ont pas voulu comprendre sont partis souvent en exil. Berezovski lui-même est parti en Angleterre, où il est mort, sans doute assassiné par le MI6 parce qu'il voulait rentrer en Russie au bout de 10 ans. Goussinski, lui, est parti en Israël, et le 3e est parti en prison, c'est Khodorkovsky, qui était donc le patron de Yukos, et son empire, qu'il avait volé, a été démantelé, et aujourd'hui les actifs de Yukos ont été donnés à Rosneft, qui est une compagnie d'État. Donc ça aussi, c'est pour, quand on dit que Poutine a nommé ses oligarques, c'est faux.
tous les biens qui ont été, les biens industriels qui ont été pillés par ces oligarques, qui ont été récupérés sous le régime de Vladimir Poutine, en fait, ont été rendus tout simplement à la Russie. Aujourd'hui, ces actifs sont contrôlés par une société d'État. Et donc ça, donc en fait, Khodorkovsky, c'est 2003 qu'il part en prison et il est libéré à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi, donc en 2013. Et maintenant, il vit pareil en exil, sans doute quelque part à Londres, aux États-Unis, C'est où il ouais, essaie voilà, donc où il essaie d'entretenir une opposition un fonds qui ne relationne pas. anticorruption. Ouais, justement, il Et est il il sait de est quoi il très parle. donné à la corruption, oui, c'est ça. Oui, parce que justement, c'est ce qui était quand même Khodorkovsky assez était drôle. considéré Khodorkovsky était considéré par les instances internationales, notamment l'Union européenne, comme un criminel. Sa fiche à l'époque était parce qu'en fait, effectivement, là, Khodorkovsky a fait sa fortune en s'emparant, des actifs, pétroliers d'un patelin en Sibérie qui s'appelle Lugansk Neftigaz, quelque chose comme ça. Et donc en fait, le maire de cette ville, était opposé à ce vol et il l'a fait assassiner. Et le chef de la sécurité de Khodorkovsky, qui était responsable de cet assassinat, je crois qu'il est encore en prison. Je me demande s'il n'a pas pris la prison à vie ou quelque chose comme ça. Donc en fait, et Khodorkovsky était connu, comme un criminel, comme un bandit. Mais ceux qui ont fait fortune comme Khodorkovsky pendant les années 90 étaient des bandits. Deripaska, donc c'est le coup du stylo, mais ça arrive 10 ans après. Lui aussi, s'est emparé des actifs, essentiellement dans l'aluminium, hein, Ruski Alumini. Il s'en est, emparé à la fin d'une guerre mafieuse qu'on a appelée la guerre de l'aluminium. De la même manière que lorsque Kolomoïski, en Ukraine, est nommé, gouverneur de la région de Dniepropetrovsk, j'avais des amis en Ukraine qui étaient des hommes d'affaires français. Ils m'ont dit: «Mais il a nommé un mafieux». Donc c'était le nouveau gouvernement, le gouvernement transitoire issu du putsch, donc qui avait nommé un mafieux, un bandit, un criminel, Kolomoïski, à la tête de la région de Dnipropetrovsk. Donc le fonctionnement était à peu près le même. À la différence, c'est que Poutine pouvait s'appuyer sur le FSB. Et c'est ça qui a complètement changé les choses et qui a permis la purge. Donc Poutine arrive au pouvoir. On peut dire que l'arrestation de Khodorkovsky marque la fin de la désoligarchisation. Et donc ça, c'était le grand travail de politique intérieure de Poutine. C'était soumettre les oligarques, en faire de simples milliardaires, ce qui est déjà pas mal. L'autre opération, ça a été lutte contre la mafia. Donc, on en a très peu parlé à l'époque, mais moi, comme je travaille dans la sécurité, j'étais aux premières loges. Et en fait, dès les premières années, début des années 2000, énormément de mafieux sont partis en prison. Y compris même, ils se faisaient attraper, on leur mettait de la drogue dans la poche. Il y en a qui ont tout simplement disparu. Visiblement, ils ont été donnés à manger aux ours, dans les forêts russes, ou aux loups. Et donc ça a été ça a été moins public, mais ça, c'est clair qu'il y a eu une démafioisation. Politiquement, Vladimir Poutine arrive, il a pas de parti en fait, hein, quasiment. Donc il y a Russie unie qui est créée, mais globalement en fait, les missiles dominicides de Vladimir Poutine partent dans toute la Russie pour aller voir les députés en leur disant maintenant, donc ils ont des dossiers sur tout le monde. Ils ont dit maintenant vous allez voter pour toutes les lois dont va décider le gouvernement russe. Et donc les députés de Russie unie, à l'époque deviennent des députés de Russie unie, ils se soumettent. Ça aura des conséquences un peu plus tard, c'est que évidemment, ces députés sont des voyous, petit à petit, ça, ce sera quelque chose qui arrivera, notamment, à partir de 2000, à la fin du 1er mandat de Dimitri Medvedev, vers 2012. C'est-à-dire que les élections législatives, on voit arriver une nouvelle classe politique, des représentants du monde civil, dans le sport notamment, comme la boxeuse Natasha Ragozina, le boxeur, Valoyev, je crois. Valoyev, Rogozina, je ne sais pas s'il avait été élu. Mais bref, en tout cas, le but, c'est de faire rentrer des personnes qui n'ont plus rien à voir avec ces premiers députés. D'ailleurs, ça avait été utilisé à l'époque par Navalny, qui lui-même d'ailleurs est un escroc, hein. À l'époque, il est l'assistant d'un gouverneur, le gouverneur de Kirov, qui est également dans les années autour de 2008, je crois, qui est lui-même aujourd'hui encore en prison pour détournement de fonds publics.
et en fait, qui avait appelé ça le parti des escrocs et des voleurs. Et c'était pas tout à fait, c'était assez vrai au début des années 2000. Ça l'est plus du tout quand Navalny l'appelle comme ça, enfin de moins en moins. Et aujourd'hui, maintenant, c'est des gens qui ont pignon sur rue, c'est des bourgeois, maintenant, il va y avoir arriver beaucoup de vétérans de la guerre. Ça, c'est une très bonne chose d'ailleurs, hein, reconstruire. C'est ce qu'on appelle le temps des héros en Russie. Donc, ça, c'était également l'action qu'il a menée du point de vue politique et du point de vue économique. Alors là, c'est des réformes, qu'on dirait aujourd'hui, libérales, en fait, qui fait passer, l'économie russe, qui avait encore des vestiges du socialisme, qui avait en plus ajouté à ça l'anarchie des années 90, qui est une espèce d'ouverture complète de l'économie dans n'importe quel sens avec un pillage généralisé. C'est même pas un modèle économique. En fait, c'était une économie de pillage et il fait de la Russie une économie de marché. Et Todd, récemment, on a parlé, il parle de l'époque actuelle, mais en fait, c'est le cas déjà dès le début des années 2000. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait le général de Gaulle à la France des 30 Glorieuses, c'est-à-dire liberté, liberté économique, faible taux d'imposition, flat tax, donc simplification fiscale extrêmement impressionnante, et baisse des impôts, et ce qui fait en fait, ils triplent les recettes fiscales parce que les gens fuyaient le paiement des impôts, en fait, ne payaient pas l'impôt, étaient sans arrêt en train de verser des pots de vin à droite à gauche pour pas payer d'impôts parce que c'était du grand n'importe quoi. Et à partir de Vladimir Poutine, eh bien finalement les entrepreneurs se disent: «Mais c'est tellement bien fait et c'est tellement raisonnable, c'est pas confiscatoire, autant payer les impôts et pas avoir de problème». Il y a comment dirais-je? Une expression en russe qui dit, «Payer ses impôts et dormir tranquille», et en fait, ce qu'a obtenu Vladimir Poutine, c'est ça. Et ça, il l'a fait donc grâce à une simplification, extraordinaire, hein, de la vie économique, et qui est encore en train de se simplifier grâce à la numérisation, mais ça arrive plus tard C'est ce avec, que j'allais dire, vis-à-vis de avec Mishustin, le Mishustin. Premier ministre actuel, Ouais. c'est ça. Et justement, je voudrais juste rajouter un exemple sur ce que tu dis actuellement. Quand il y a des nouveaux, auto-entrepreneurs, ils donnent, de l'argent parce que vous payez des impôts. Ils donnent l'équivalent à peu près de 120 €, 12 000 roubles, pour qu'en amont, en fait, en crédit d'impôt au départ, et les Russes le font de Mmh. plus en plus parce qu'ils comprennent aussi, l'utilité. Voilà, Bah, il y c'est a 2 juste. choses, c'est-à-dire que, alors moi j'habite à Moscou, mais je sais parce que je voyage, donc c'est pareil dans les autres villes russes que j'ai pu visiter, c'est que, tu payes aussi tes impôts parce que tu vois où ça part. Et moi, je regarde par la fenêtre et je vois où vont mes impôts. Donc en fait, ça ne pose aucun problème de payer des impôts qui sont raisonnables. Sur les auto-entrepreneurs, par exemple, ils payent 6 libératoires jusqu'à un chiffre d'affaires de 2 000 000 $, donc déjà, il faut l'atteindre. Mmh. L'impôt sur les sociétés, c'est 20. Voilà. Donc en fait, payer ses impôts n'est plus un problème, et en plus, c'est fait, de manière tellement, c'est pas une, comment dirais-je? C'est pas une contrainte. On n'est pas obligé de dépenser une énergie et des sommes folles pour comprendre comment se paye le système fiscal. Et en gros, moi, par exemple, j'ai une comptable, enfin que j'ai externalisée et qui m'envoie, bah, tous les trimestres ce que je dois payer, voilà, et je paye, et ça ne pose aucun problème, en fait. C'est vraiment, il y a très peu de contrôles, fiscaux parce que comme tout est numérisé finalement, je pense que les Russes ont fait le constat que, vaut mieux mettre de l'argent dans la simplification du système fiscal plutôt que dans un organisme qui va persécuter les entrepreneurs, Mmh. ce qui est le cas en France. Et donc voilà, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais ce qui m'impressionne le plus avec le recul, en dehors du redressement de l'État, hein, ça je vous recommande le bouquin de Yannick Jaffray, Vladimir Bonaparte Poutine, donc il compare l'action de Poutine avec le relèvement de la France, dans la période, du consulat après la Révolution, enfin pendant la Révolution française, donc jusqu'en 1900. Et en fait, ce que fait Vladimir Poutine, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il a vraiment relevé un pays de l'anarchie, et lui, son œuvre, il y a une œuvre politique que j'ai décrite, mais l'œuvre économique est remarquable. Et il faut se rendre compte que Poutine lui-même se revendique, d'Andropov. Donc Andropov, c'est le premier qui a voulu réformer l'URSS, au début des années 80. Bon, il est mort trop rapidement, son élève était Gorbatchev, c'est un mauvais élève, mais lui aussi voulait réformer. Et donc en fait, Poutine s'est toujours mis dans cette perspective historique
de la nécessité de réformer le pays et de sortir du socialisme. La première interview qu'on a de Poutine, il est encore à la mairie de Saint-Pétersbourg, on est en 91. On lui demande pourquoi il n'y a plus le portrait de Lénine, puisqu'on est encore en URSS. À l'époque, tout le monde enlevait les portraits de Lénine, tous les portraits des communistes. Et il dit, bon, moi, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon équipe, mais de merde, j'ai aucun problème avec ça. De toute manière, il reproche donc deux choses aux bolcheviks, c'est d'avoir mis une bombe sous l'État unitaire russe. Ça aussi, c'est un héritage important de Poutine dont on pourra parler. C'est-à-dire puisque dans la constitution soviétique, eh bien, toutes les républiques socialistes soviétiques pouvaient obtenir leur indépendance. Et même alors que la plupart ont été créés totalement artificiellement par les bolcheviks. L'Ukraine n'existe pas avant 1921, la Biélorussie, personne n'a jamais non plus. Les républiques d'Asie centrale, c'est pareil, c'était des tribus nomades, donc il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de tradition d'État. Donc tout ça a été mis en place par les bolcheviks et la constitution, je crois que c'est celle de 1933, en fait, était une bombe sous l'État unitaire russe. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit le communisme nous a privés du marché. Donc il a quand même annoncé la couleur déjà à l'époque soviétique. C'est pour ça que Mmh. faut quand même s'imaginer ce qu'est ce Vladimir Poutine qui apprend, tout en étant officier du KGB, de la première direction du KGB, à réfléchir et à contester, ce qui était l'enseignement du parti. Puisque Vladimir Poutine, étant donné son poste, faisait partie du Parti communiste. Donc, vous deviez vous ingurgiter le Capital de Marx, Mmh. le manifeste du Parti communiste, Engels, etc. Toutes ces absurdités philosophiques et économiques. Et Poutine l'a fait en étant en plein dans le système et en finalement générant une vision critique, non seulement donc du point de vue économique, mais également du point de vue politique par rapport à cette bombe placée sous l'État unitaire russe. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'a fait Poutine, c'est pour ça que dans mon bouquin, pourquoi la Russie a gagné, j'explique pourquoi la Russie a gagné en Ukraine, c'est parce que, voilà, c'est parce que Mmh. elle a eu un Deng Xiaoping. Donc Deng Xiaoping, c'est le grand réformateur chinois en 1979. Et lui, Poutine arrive 20 ans après, et c'est lui qui va faire de la Russie un modèle économique. Je pense qu'il s'inspire beaucoup de la Chine d'ailleurs. D'ailleurs, encore une fois, on voit la place de l'État, la liberté qui est donnée aux entrepreneurs, la recherche de l'efficacité, de la solution la plus optimale. C'est voilà. Et ça fonctionne remarquablement bien. Et ça explique pourquoi la Russie a gagné, puisqu'en face, vous avez notamment des États comme la France, qui est un État socialiste, qui a les mêmes tares que l'État socialiste soviétique, et donc qui en fait s'épuise, qui était déjà épuisé avant de démarrer la guerre en 2022, mais qui aujourd'hui s'épuise. Et puis vous avez à côté de ça l'Allemagne qui a suivi finalement, qui se socialise de plus en plus, et notamment en privilégiant l'idéologie sur les réalités économiques. Ce qui est caractéristique je dirais, de l'approche chinoise et de l'approche russe, c'est que l'économie n'est pas une idéologie. Il n'y a pas de, il y a pas de, ce qui est bien, c'est ce qui fonctionne. Si ça fonctionne pas, on l'arrête. De temps en temps, les Russes ou les Chinois partent sur une voie, ils voient que ça marche pas, ils arrêtent. Alors que nous, en fait, notamment la France, le socialisme est un absolu. La guerre contre la Russie est un absolu. Les sanctions contre la Russie, notamment, quand on les regarde, ça ne marche pas contre la Russie. Au contraire, c'est même une bonne chose. C'est ce qu'a dit Kirill Dmitriev sur CNN il y a 2 jours, la Russie ne demandait pas le retrait des sanctions parce qu'elle en profitait. C'était très bien pour elle. Comme l'a dit Emmanuel Todd, ça revient à une politique protectionniste qui aurait été imposée de l'extérieur. Et donc, Poutine ne subit pas la critique à l'intérieur du pays, puisque c'est pas de sa faute, c'est les sanctions qui viennent de l'extérieur. Si lui, il avait mis une politique protectionniste, Trump se prend des manifestations, des critiques, parce que c'est lui qui met la politique protectionniste. Poutine, c'est pas lui, c'est les sanctions. Donc les Russes, sont soudés derrière leur leader. Et en plus, comme les Russes sont un peuple d'élite, avec un niveau d'instruction élevé, eh bien, la Russie en profite pour s'hyper-industrialiser. La Russie va être une seconde Chine. Alors, il y a moins de monde pour travailler, mais il y a de plus en plus de robots. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus avec le recul, tout est impressionnant dans la carrière de Vladimir Poutine, mais ce qui m'impressionne le plus,
c'est la réforme économique. Et je dirais même pour la France, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que si vous pouvez faire un pays comme était la Russie en 2000, donc qui est un mélange de résidus de l'économie socialiste avec les mauvaises habitudes qu'ont les gens dans une économie socialiste, c'est-à-dire la rapine, le vol, la démerde, le bricolage à droite à gauche, etc., la corruption. Vous ajoutez à ça les années 90 qui sont des années d'anarchie complète, c'était l'héritage économique de Vladimir Poutine. Eh bien, lui, il transforme son pays en la quatrième économie mondiale. C'est donc là, maintenant la Banque mondiale et le FMI ont revu leurs chiffres. Dès 2021, la Russie est devenue la quatrième économie mondiale devant le Japon et derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde. Le tiercé dans l'ordre. Donc ça, c'est l'œuvre. Et en fait, je pense que moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est l'aspect économique. Et pourtant, à la base, je suis plutôt un militaire avec une formation de diplomate, on va dire, mais en relations internationales. Mais globalement, c'est très rassurant pour la France. C'est-à-dire que si on a demain un Poutine français ou un Deng Xiaoping français ou un nouveau général de Gaulle, en fait, il n'y a qu'à faire une copie conforme de ce qu'a fait Vladimir Poutine. Et ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc c'est plutôt, voilà, j'ai fait un peu une digression, mais je pense que l'aspect Ah bah, de toute économique, en façon, ouais. fait, est fondamental. Le développement du pays, je voulais y venir, tu y es venu tout seul, mais du coup, on va faire parler aussi un peu de diplomatie. Donc, en particulier, j'aimerais avoir ton avis et ton point de vue, disons de l'époque depuis la Russie, des relations, de l'époque, en particulier de son 1er et 2e mandat avec, Chirac, Berlusconi, Schröder. Maintenant, quand on voit littéralement ce qui se passe, ça fait quand même, ça fait le grand écart. Comment s'est passé à l'époque? Quelle était la vision des Russes aussi, de cette nouvelle diplomatie? C'est une bonne question. Alors, comme en plus j'ai le bouquin sous la main, je vous recommande le bouquin. Alors, c'est pas un des miens, c'est celui de mon maître qui a dirigé mes travaux, de Georges-Henri Soutou, La Grande Rupture. Et là, il parle de cette rupture précisément entre les Occidentaux et la Russie. Alors que la Russie était plutôt bienveillante et voulait s'intégrer dans un ordre plus large, dont elle reconnaissait qu'il était mené par Washington. Mais en revanche, dans le respect de sa souveraineté et dans le respect de ses intérêts et de sa sécurité. Et, et c'est une occasion manquée. Mais au début des années 2000, dans le monde dans lequel arrive Vladimir Poutine, il y a encore des chefs d'État dignes de ce nom. Donc, même si très rapidement, Vladimir Poutine a des problèmes avec l'équipe de Clinton, ensuite avec l'équipe d'Obama, globalement, même s'il a d'ailleurs de bonnes relations avec Bush, mais pourtant Bush junior saboter la relation avec la Russie, notamment en sortant de tous les systèmes d'organisation internationale, notamment sur la dissuasion nucléaire, les missiles antimissiles, etc. Tout ça est démonté par George Bush junior. Hein, donc tout ça, comment dire? Malgré tout, au début des années 2000, donc la fin des années 2000, en fait, c'est la fin de l'ère Clinton, mais c'est pas parce que Clinton s'en va que pour autant, comment dirais-je? Le clan Clinton ne va cesser de gouverner. D'ailleurs, on verra revenir comme secrétaire d'État aux affaires étrangères Hillary Clinton, hein, qui était même candidate lorsqu'elle a été battue par Trump en 2016. Mais en Europe, on va dire au début des années 2000, il y a des chefs d'État qui sont encore des gens de la vieille époque, qui sont des gens raisonnables. C'est le cas de Jacques Chirac, avec son ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin. C'est le cas en Allemagne avec Helmut Kohl. Donc en fait, il y a toute une génération d'hommes politiques, pardon, avec Schröder plus précisément, hein, ça va être un très grand rapprochement entre la Russie et l'Allemagne sous Schröder. Et donc en fait, ce qui fait que Vladimir Poutine a des gens à qui parler en face et qu'il respecte et qui le respectent. Et on est finalement dans une vision assez ancienne d'équilibre européen, très 19e finalement, qui plaît bien à la Russie. Et puis même à un moment, on voit la Russie pense même pourquoi pas. Poutine demande rentrer
dans les structures intégrées comme l'OTAN, pourquoi pas l'Union Justement, européenne. par rapport à ça, Tout, est-ce que tout c'était était vraiment quelque chose possible. de concret derrière ou est-ce que c'était une tentative à petit test pour voir jusqu'où il pourrait aller? Parce qu'il Je a dit pense ça, que mais il a pas parlé de c'était l'Union alors, européenne ou d'autres choses, qui étaient plus la réalistes, question il lui faut était dire. La question a été posée, à Poutine par, Tucker Carlson et il a répondu en disant que c'était aussi une forme de test, pour voir jusqu'où était la sincérité. Je crois que c'est la question qu'il avait posée à Clinton, pour voir, jusqu'où irait cette sincérité. Bon, je crois qu'il a été assez déçu du résultat de toute manière, mais effectivement la rupture, c'est ce dont parle, Georges-Henri Soutou. La rupture, elle arrive, finalement. Heu, Elle arrive à la à la fin des années 2000, entre 2000 et 2010. Voilà, c'est que là, clairement, les néoconservateurs prennent le pouvoir et c'est eux qui vont, faire plonger, on va dire la Vladimir Poutine, en fait, prendre conscience que l'Occident est un ennemi. Il y a aussi un aspect qui est très important, qui est également évoqué dans le bouquin de Soutou, c'est, les bombardements sur Belgrade. Contre tout, le droit international, sans justification et cetera, sous un prétexte comme d'habitude d'un massacre, hein, comme, Boutcha, comme, donc qui est en l'occurrence le massacre de Ratchak à l'époque. Il s'est avéré d'ailleurs que c'était pas un massacre, c'était bien une opération militaire et les soldats qui étaient morts étaient des terroristes albanais, donc et pas des civils. Donc tout ça, et donc les Russes ont vu, impuissants. Je parlais de Primakov, hein, l'avion Primakov partait aux États-Unis, il a fait demi-tour quand il a appris que les bombardements contre la Serbie, avaient commencé. Donc ça aussi, ça a été, un déclencheur pour toute l'élite russe, y compris et donc au premier rang de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que l'Occident était une entité hostile et à partir de là, eh bien, je pense ça a profondément modifié la manière dont les Russes appréhendaient, dont les élites russes appréhendaient l'Occident. Au moment du 11 septembre 2001, Vladimir Poutine est le premier à appeler George Bush, pour lui apporter, ses condoléances, son soutien et cetera. La Russie, laisse faire sans s'immiscer l'opération en Afghanistan. Je pense d'ailleurs, je me souviens, moi j'étais déjà à l'époque en Russie, quand j'écoutais un peu les commentateurs, notamment les vétérans d'Afghanistan, je pense que la Russie a surtout vu que les États-Unis se jetaient dans un piège. Ils s'imaginaient qu'ils pourraient faire mieux que les Américains et les Soviétiques, pardon, qui Tout à pourrait fait. faire mieux que les Américains, que les Anglais et au 19e siècle et les Soviétiques au 20e siècle. En fait, ils ont fait encore pire. Donc, et finalement, c'est un bon calcul d'ailleurs de laisser faire parce que ça a coûté une fortune aux États-Unis, ça les a ruinés, ça a absorbé une partie de leur capacité militaire et ils sont repartis en 2021, une main devant, une main derrière. Donc voilà. Mais cela dit, Poutine a joué le jeu, et voilà. Il y a eu ce moment de convergence sino-russo-germano-français en 2003 contre la deuxième guerre du Golfe, qui n'était pas justifiée du point de vue du droit international. Donc voilà, il trouvait des gens à qui parler. D'ailleurs, quand il parle aujourd'hui de Jacques Chirac, même qui parle de Nicolas Sarkozy, il y a une certaine estime. Aujourd'hui, il n'y a plus cette estime. Depuis l'arrivée de France, en France, c'est François Hollande. François Hollande, c'est la fin de la diplomatie française, en fait. À partir de François Hollande, c'est l'alignement complet sur les néoconservateurs américains. Même Sarkozy, qui est entré dans le commandement intégré, il a eu des succès diplomatiques, notamment, c'est la crise géorgienne, où il est président de l'Europe à ce moment-là et il règle l'affaire très rapidement. Il y a la vente des Mistral, qui est un acte militaro-politique tout à fait considérable, dont d'ailleurs les néoconservateurs américains auront la peau, hein, puisque grâce à Hollande, Le Drian et Emmanuel Macron, il était déjà ministre à l'époque. Donc en fait, en Allemagne, c'est guère mieux avec, la rupture, elle se fait un peu plus tard, c'est avec l'arrivée d'Olaf Scholz au moment du début de la comment dirais-je? De l'opération militaire spéciale, mais même avant, comment elle s'appelle, madame, Merkel. Merkel, elle aussi d'ailleurs, elle a avoué que les accords de Minsk, par exemple, n'étaient pas faits pour être accomplis, mais pour faire gagner du temps à l'Ukraine. Elle l'a dit publiquement dans une interview, hein. Hollande, lui, s'est fait piéger, mais elle l'a dit, publiquement et c'était évidemment le cas. Il fallait l'armée ukrainienne était en train d'être balayée à des balles CO. Il fallait trouver une solution
pour empêcher les rebelles de continuer leur offensive. Donc en fait, tout ça était, voilà, aujourd'hui, le bilan de tout ça, c'est que Poutine en Europe n'a plus personne à qui parler. Et je parle de pays qui ont là une certaine taille critique. Parce qu'il parle à Viktor Orban, il parle à Fico, au Premier ministre, il parle à Dodik en République Srpska, à Vučić, mais ce sont des pays de moins de 10 millions d'habitants. Donc c'est pas des pays qui peuvent peser. Mais dans les grands pays de l'Union européenne, donc l'Italie, la France et l'Allemagne, il n'y a personne à qui la Russie peut parler. Heu, alors, à la différence tout de même de la France, c'est qu'en Allemagne, il y a 2 partis, donc le Bündnis Sarah-Wagenknecht et surtout l'Alternative für Deutschland, qui sont des partis, dits pro-russes parce qu'ils veulent avoir des nouvelles, des relations apaisées avec la Russie. En Italie, à l'intérieur du bloc de Meloni, qui est pro-américain, pro-atlantiste, il y a quand même, comment il s'appelle, le, le Salvini qui lui s'était fait photographier sur la place rouge avec un t-shirt à l'effigie de Poutine. Donc il y a quand même des forces sur lesquelles la Russie pourrait s'appuyer dans le cadre d'un changement politique. En revanche, en France, il n'y a personne. En France, là, les Russes se sont à tort investis dans Marine Le Pen. Alors là, ils ont compris d'ailleurs. C'est intéressant d'ailleurs, c'est que autant on a vu Trump qui ne doit pas trop savoir ce que c'est que le Rassemblement national, on a vu Trump, on a vu Orban, on a vu voler au secours de Marine Le Pen, autant en Russie, la Russie en a profité pour critiquer la démocratie à la française, mais il n'y a pas eu j'ai pas observé d'engouement pour Marine Le Pen en disant c'est une amie de la Russie. Tout le monde a bien compris parmi les élites politiques russes, c'est que Marine Le Pen n'avait pas de colonne vertébrale, qu'elle n'était pas fiable et que son opinion sur la Russie, elle allait la chercher dans les médias gauchistes français. Donc voilà, donc pour nous, ce qui est triste, c'est que je ne vois pas une force politique suffisante qui a la taille critique pour l'instant, qui pourrait servir de lien avec la Russie. Il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, en revanche, donc ils sont, et côté britannique, pour l'instant, c'est complètement mort. Alors, je pars hors Ça n'a Union jamais été vraiment le européenne. cas de toute façon. Les Voilà, Anglo-Saxons ont donc toujours ça, il y a une détesté les espèce Russes. de bah, voilà, il y a une espèce de consensus quand on voit Starmer aujourd'hui qui est travailliste, en fait, il est pire que Johnson qui était conservateur. Alors il y a peut-être là, je lisais un peu la presse britannique, le nouveau parti de Nigel Farage, est en pleine ascension. Il récupère d'ailleurs une partie des cadres du parti conservateur et lui, a eu un discours assez russophile et surtout un discours qui dit que, bah, les Anglais n'ont rien à faire là-dedans, et qu'il n'y a pas de raison de continuer cette guerre. Mais bon, pour l'instant, alors même si a priori Farage, maintenant son parti est en tête, en tête des partis, malgré tout, on n'y est pas encore. Mais c'est vrai qu'au moins il y a Farage. En France, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. Alors que, encore une fois, Vladimir Jusqu'au Poutine jour avait où été les gens extrêmement. votent pour TikTok, à force de Bah, TikTok voilà, pourtant là, voilà, oui, c'est pour ça que, voilà, la donne ça en fait, il y a des choses qui peuvent faire basculer, la relation franco-russe, hein. C'est l'explosion de la dette française, là, un défaut de paiement, sur la dette provoquera un effondrement, économique grave qui entraînerait des bouleversements à l'intérieur du pays et là, des nouvelles forces politiques vont apparaître et puis surtout, quelle que soit la force politique qui dominera, elle aura autre chose à faire que de faire la guerre à la Russie. Elle n'aura pas les moyens. Donc voilà, c'est, Ouais, la situation dans je voulais laquelle te on est. poser Ouais, une je question te en fais une même temps, du digression. coup, Mmh. par rapport à Vladimir Poutine, on va revenir là-dessus. Quelle empreinte il va laisser à la Russie? Que ce soit j'ai 2 questions en une. En interne, mais aussi en externe et je pense que l'externe, tu l'as déjà, pas mal évoqué, au cours de cet entretien. En interne, je pense que Vladimir Poutine est le plus grand chef d'État que la Russie n'ait jamais eu depuis 1000 ans. Après, les grands fondateurs, le prince Vladimir et Yaroslav le Sage. Je pense que cette personne est tout simplement, extraordinaire. C'est vraiment un cadeau du ciel que les Russes ont mérité d'ailleurs, que le bon Dieu leur a envoyé, parce qu'il est extrêmement compétent dans tous les domaines, et je crois surtout ce qui le caractérise par rapport à d'autres grands chefs d'État russes, c'est qu'il vient du peuple. C'est pas démagogique ce que je vais dire, mais souvent les empereurs ils aimaient le peuple russe, mais ils en avaient une vision un peu théorique.
un peu, je dirais, patriarcale, voire quelquefois extrêmement dure, même s'ils aimaient leur peuple. C'était Vladimir Poutine, il connaît le russe de base, il connaît le peuple russe de l'intérieur, il vient d'une famille pauvre, et il a de l'affection pour son peuple. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me frappe. Notamment, pour moi, il y a un moment clé dans l'histoire de Vladimir Poutine et de son peuple. C'est en 2012, après le mandat de Dimitri Medvedev. Finalement, ils prennent la décision que Medvedev ne va pas se représenter, que ce sera Poutine, parce que comme l'avait dit d'ailleurs Medvedev à l'époque, tout au début de son mandat, il avait dit celui qui se présentera, ce sera celui le mieux placé. Medvedev s'est pris la crise des subprimes américaines en 2008, donc la situation économique s'est un peu compliqué. Et voilà. Et donc, il y a aussi les Russes se sont fait avoir en Libye. Ça aussi, ça n'a pas plu dans une partie de l'élite, on va dire, patriotique russe. Et donc Poutine se présente. Et là, il y a les manifestations organisées par Navalny. On le sait maintenant, financées par, par le, par MI6. les fonds américains, les fonds, voilà, l'USAID, voilà. Donc, et que c'était un peu un test finalement. Et Poutine tient bon, il ne lâche sur rien. Et il l'emporte au premier tour en 2012, dans des élections que personne ne conteste réellement. Aucune des élections d'ailleurs qui ont vu la victoire de Poutine n'est réellement contestée. Finalement, ce qu'on entend maintenant, c'est oui, mais les Russes ont voté pour Poutine parce que ce sont des sous-hommes, hein. Et donc, ils ont voté pour un dictateur qui leur veut du mal. Bon, la réalité, et à ce moment-là, donc, quand Poutine monte sur la scène, il a les larmes aux yeux. Et parce que je pense que c'est un peu le test, en fait. C'était le test. Voilà, ça faisait 12 ans que Poutine se sacrifiait pour son pays comme président, ensuite comme Premier ministre sous Medvedev. Et là, bah, les Occidentaux ont jeté toutes leurs forces pour faire une révolution colorée, qui finalement d'ailleurs n'est pas allée bien loin. Moi, j'avais participé aux manifestations pour voir. Quand on a vu les gilets jaunes 6 ans après, ça fait rigoler. Quand on voyait ces bourgeois là avec leurs fringues de luxe aller manifester sans savoir vraiment pourquoi, sans aucune conscience politique. C'était assez drôle. Et donc ce moment-là, je pense, où c'est Poutine a les larmes aux yeux, c'est là où en fait vraiment la fusion entre le chef et son peuple se fait. Et ça, je pense que les Russes ne l'oublieront jamais, que ça se transmettra de génération en génération. Il manquait, comme le disait le général de Gaulle, en fait, pour un grand homme politique, eh bien, il doit, finalement, pour être jugé comme tel, il doit passer par l'épreuve de la guerre. Et ben là, l'épreuve de la guerre, il l'a eu. Enfin, il l'avait déjà eu en Syrie, hein, qui était avec la victoire qui a été remportée grâce à la Russie en 2018. Et puis là, bah, il y a cette victoire qui va finalement réparer le mal qu'avaient fait les bolcheviks. Il ne faut pas oublier le discours du 24 février 2022 de Poutine, quand il dit vous voulez la décommunisation, on va vous la faire pour de vrai. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est les bolcheviks qui ont créé l'Ukraine, qui ont aggloméré des peuples qui n'avaient rien à voir, y compris des Magyars, des Slovaques, des Roumains, dans un territoire qui n'avait rien à y faire. Et donc, en fait, Moi, je pense que j'ai une petite question du coup là-dessus, c'est que oui, alors, c'est qui rejoint totalement ce que tu étais en train d'évoquer. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Poutine, théoriquement, peut aller jusqu'en 2036. Quelle va être la suite? Parce que la question qui est au bout des lèvres de tous nos auditeurs, c'est et après? Qui sera après? Comment sera la Russie d'après? Bon, évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais comment tu le vois, toi qui as pu voir déjà tous ces 25 ans de Poutine de l'intérieur? ce que je vois, moi, je vois un peuple russe extrêmement sain. Notamment la guerre a eu des effets extrêmement bénéfiques. Et notamment, j'en parlais tout à l'heure, le temps des héros, c'est-à-dire l'idée que ceux qui ont le niveau intellectuel et qui ont été héroïques au combat doivent être les futurs cadres de la nation. Donc ça va éloigner, ce qui détruit la France aujourd'hui, nous, c'est ce que j'appelle moi la gauche bourgeoise. Ça va éloigner les lâches et les profiteurs. Et ça, c'est une excellente chose. Donc les vestiges de un peu ce qui restait, on voit régulièrement, il y a des arrestations, notamment au sein du ministère de la Défense. Alors pas sur l'armement, mais plus sur les questions immobilières. Mais ces gens-là sont combattus, sont arrêtés. Et petit à petit, le système est en train de se purger. Et la société russe s'est assainie. Déjà, elle boit beaucoup moins.
on boit moins en Russie qu'en France maintenant. La baisse de la consommation de drogue, donc petit à petit, hein, cette société déboussolée qui était issue du communisme, qui avait été ensuite plongée dans la misère dans les années 90, eh bien, tout doucement est en train de remonter. La famille nombreuse est un thème qui est cher à la direction russe. Donc, on va avoir une véritable nouvelle Russie qui aura été bâtie et notamment forgée par la guerre, par une guerre juste, contre un ennemi particulièrement odieux, qui est cette espèce de bandéristan tanisé. Voilà, et puis une victoire. Surtout ça, la France, elle paye encore sa défaite en 1940, hein, dans notre morale nationale, ça fait encore très mal dès qu'on en parle, et même quand on n'en parle pas. La Russie, elle, elle va enchaîner les grandes victoires. Là, on va fêter les 80 ans de la grande guerre, la victoire de 1945. Et puis finalement, tout ça, ce sacrifice des soldats russes est renouvelé, pour faire un terme un peu christique. Ce sacrifice est renouvelé par les Russes d'aujourd'hui. Donc la société russe, notamment l'homme russe, a montré qu'il était à la hauteur de ses grands-parents. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est quelque chose qui va être unique par rapport aux autres pays d'Europe, par rapport au reste du monde. Le monde entier admirera la Russie pour sa performance. Dès que les frontières vont ouvrir, les Européens viendront découvrir qu'ils vivent dans des poubelles comme à Paris et qu'il y a des villes de Moscou de 13 millions d'habitants qui sont plus que Paris et sa banlieue réunis, où on vit remarquablement bien, dans une société apaisée, etc. etc. La Russie que Poutine va léguer est un exemple pour les futures générations russes, mais même pour le reste de l'Europe. Et finalement, c'est là que l'Europe est en train de se réveiller. Il y a un réveil européen à Moscou, c'est incontestable. Et beaucoup de pays d'ailleurs d'Europe de l'Est, de peuples d'Europe de l'Est qui commencent à se rebeller, attendent ça en fait, attendent le retour de cette Sainte Alliance comme en 1815. Donc il y a déjà Orban, Fico qui sont en Slovaquie, qui sont là. Il aurait dû y avoir Georgescu en Roumanie, mais il a été putsché. Mais cela dit, il y a eu un putsch. Donc ça veut dire que derrière, il y avait un peuple qui suivait Georgescu parce que c'était un nationaliste pieux qui aimait son pays, qui aimait Dieu. Et évidemment que tout ce mouvement général en Europe de l'Est va porter ses fruits et on peut espérer qu'il s'étende un peu plus à l'ouest. Alors voilà, que c'est des conséquences même en France. Pour l'instant, je ne les vois pas, en dehors de ceux qui nous écoutent évidemment. Mais globalement, l'héritage de Vladimir Poutine est remarquable. Et je pense que dans la mesure où les institutions démocratiques russes ont été pérennisées, notamment par Vladimir Poutine, je pense que le transfert de pouvoir se passera bien. Et que finalement, tout le monde se revendiquera poutiniste, un peu comme tout le monde aujourd'hui, même Anne Hidalgo se revendiquait gaulliste en fait, hein. Tout est, c'est-à-dire que ça sera un monument de l'histoire russe. Je pense d'ailleurs, devant la Loubianka, on aura une belle statue de Poutine lorsqu'il sera mort. Voilà, en plein cœur de Moscou, et qu'il l'aura amplement mérité. J'espère aussi que toutes les places Lénine et les avenues Lénine, et cetera, seront remplacées par des places Poutine et des De avenues mettre Poutine. Poutine dans le mausolée dans ce cas-là. On va mettre Bah, Poutine dedans. notamment, moi qui aime beaucoup Donetsk, franchement, quand je vois la place centrale, c'est la place Lénine avec une grande statue de Lénine. Alors quand il y avait la fête du 9 mai, ils mettaient une estrade devant pour pas qu'on le voit, et je leur avais posé la question, je leur avais dit: «Mais Lénine est le fondateur de l'Ukraine. Pourquoi vous avez continué à laisser?» Et il m'a répondu ce que Poutine a répondu il y a pas très longtemps d'ailleurs à une journaliste, orthodoxe de Space TV, en disant: «C'est pas le moment de faire la guerre civile en s'attaquant à Lénine». Mais comme disait Napoléon III, on ne détruit bien que ce que l'on remplace. Autant les Russes, par une espèce de fidélité historique, rechignent à vouloir déléniniser la place publique. Autant remplacer Lénine par Poutine, là, je pense que ce sera l'occasion rêvée, quoi. Mais bon, ça, faut qu'il meure, et personne n'est pressé que Vladimir Poutine meure. Mais il aura, voilà, je pense que ça va être encore une fois, moi, je le mets au niveau du prince Vladimir et de Yaroslav le Sage. C'est un personnage extraordinaire, extraordinaire. Parfait. Bon, bah, merci beaucoup Xavier, hein, parce que, bah, super, j'ai adoré cet entretien et j'espère que vous aussi vous avez adoré. N'oubliez pas les petits commentaires. J'espère que vous avez pu, donner votre avis déjà, depuis,
depuis le début. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder en description et à très bientôt.